C'est intéressant effectivement d'arriver après les collègues d'Eurodétachement parce que en définitive finalement ce que fait Eurodétachement depuis 10 ans, eh bien l'autorité européenne du travail a pour mission de le faire à une plus grande échelle en mobilisant aussi des synergies également. Alors dans la mobilité, dans le domaine de la mobilité du travail, mais bien évidemment, ce qui implique non seulement la libre circulation des travailleurs, mais aussi le marché intérieur. Je voulais revenir très très rapidement sur les motivations qui ont conduit à la création de l'autorité européenne du travail. Parce que je crois que c'est très important pour voir dans quelle mesure la coopération est à la fois un des éléments du diagnostic qui a conduit à la création de l'autorité européenne du travail, mais aussi, j'allais dire, la solution pour pouvoir avancer sur ces problématiques qui ont été soulignées à plusieurs reprises, être particulièrement complexes quand finalement on doit régler des situations transfrontalières, frauduleuses, complexes, avec des droits nationaux qui sont différents. Alors c'est vrai qu'à l'origine, l'idée de base, c'est faire appliquer le droit européen en fait en matière de travail détaché et véritablement arriver à obtenir le respect des droits des travailleurs parce que en effet, d'une certaine manière, il y a un corpus légal assez important, mais on se heurte au moment de la création de l'autorité européenne du travail, on se heurte effectivement à une situation qui fait que on n'est pas en mesure d'assurer complètement la justice sur le marché intérieur avec la notion, bien évidemment, de dumping social. Alors, tout cela, c'était grâce à l'idée émerge de créer un acteur unique qui serait dédié à la supervision de la mobilité. Acteur unique, pourquoi? Parce que certes, on avait beau avoir beaucoup de choses, de législation et d'interlocuteurs, mais on s'apercevait qu'il y a quand même une construction en silo et qu'on pouvait être confronté au fait que eh bien, une fois de plus, les questions de coopération empêchaient une libre circulation fluide et juste, et surtout jeter un voile sur la justice, en fait, la confiance dans le marché intérieur. Deux problèmes sont identifiés dans l'analyse d'impact qui a donné lieu à la création de l'autorité européenne du travail. D'abord, les lacunes concernant la fourniture d'informations, d'orientation et de lignes directrices aux travailleurs et aux employeurs. C'est quand même un des premiers éléments qui a été évoqué à plusieurs reprises. C'est la dimension de l'information des travailleurs pour qu'ils puissent exercer leurs droits et l'information aussi des employeurs pour qu'ils maîtrisent les législations. Et puis le deuxième élément, c'est une coopération jugée insuffisante entre les autorités nationales pour faire respecter les dispositions applicables. On ne manque pas d'outils, comme vous le savez, on a des outils en termes de communication, on a des législations, on a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. On a parlé de redétachement, donc on a aussi quand même des initiatives transnationales qui permettent d'avancer sur le domaine, mais on manquait quand même malgré tout peut-être d'un opérateur unique qui puisse assurer les manquements, les différents manquements qui ont été constatés. Plusieurs manquements au niveau des citoyens, et si je cite les manquements, c'est que c'est important parce que, en définitive, le diagnostic va donner lieu à la manière dont l'autorité européenne du travail va être formatée. D'abord, donc, je reprends plus précisément la question de l'information des citoyens et des entreprises, la question de la coopération entre autorités nationales qui existe mais qui était jugée insuffisante et qui se heurtait à des difficultés
partage d'informations, ça a été évoqué, tout à l'heure, pas simplement dans la consultation, mais aussi dans l'exploitation des données. Capacité insuffisante des autorités nationales d'organiser la coopération avec leurs homologues au-delà des frontières, et peu ou pas de mécanismes pour les mesures d'application conjointe. Absence de mécanismes de médiation transfrontalière, et ça c'est un élément nouveau, une nouveauté qu'apporte l'Autorité européenne du travail. Ça, c'est la possibilité d'avoir une médiation sur des sujets plus larges que la conciliation de sécurité sociale, et dans un mécanisme, à travers un mécanisme qu'on espère plus, j'allais dire, qui permette de tirer profit des défauts, si je puis dire, du mécanisme de sécurité sociale. Et puis aussi, un dernier élément qui, je pense, est assez important, c'est une coopération insuffisante au niveau de l'Union européenne dans ce domaine. Très brièvement, je vais quand même faire la liste des acteurs au niveau européen dans le domaine de la mobilité des travailleurs, qui impactent directement ou indirectement la mobilité des travailleurs. On a bien évidemment la Direction générale de l'emploi à la Commission européenne, c'est le droit du travail, la coordination de sécurité sociale, CERS, mais on a aussi la Direction générale du marché intérieur, avec des prolongements en matière de résolution des difficultés du marché intérieur, à travers Solvit par exemple, ou à travers la fourniture d'informations. C'est une DG Transport sur la dimension droit social dans le domaine des transports, et c'est aussi un certain nombre d'agences et d'organismes d'appui qui sont liés. Je pense, on a parlé d'Eurojust, d'Europol, il y a Eurofound, il y a l'agence de Bilbao, bien évidemment, et il y a le CDFOP. Comme on peut le constater donc, l'enjeu de la coopération avec l'AET se situe également à ce niveau-là. C'est aussi obtenir la coopération non seulement avec les États membres et pour développer des coopérations, mais aussi au niveau européen pour pouvoir faire profiter des synergies, pour pouvoir éviter l'effet silo des politiques menées en la matière, soit au niveau européen, soit au niveau national. Quelques éléments encore sur... donc, je ne reviens pas sur les tâches de l'Autorité européenne du travail, où je pense que en fait les tâches telles qu'elles ont été formatées au niveau de l'Autorité européenne du travail recouvrent en fait les problématiques que j'ai évoquées, c'est-à-dire faciliter l'information, apporter un support déterminant dans les inspections conjointes et concertées, les inspections transfrontalières, pouvoir procéder à l'analyse et à l'évaluation des risques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, je reviens sur quelque chose qui a été évoqué, ça veut dire la coopération dans l'échange d'informations, pas simplement sur le plan ponctuel, mais pouvoir aussi avoir à un moment donné, essayer de voir comment pouvoir partager plus efficacement les informations pour déterminer des profils de risque non seulement en interne, mais entre États. Aider les États membres à renforcer leur capacité en matière de lutte, de contrôle transfrontalier justement, et c'est à travers le support en matière d'échange d'expériences. Et c'est là où, par exemple, un acteur comme Redétachement doit être associé avec les travaux, bien évidemment, qui sont menés en la matière avec l'Autorité européenne du travail. Également, aider les États à lutter contre le travail non déclaré, et c'est l'intégration de la plateforme du travail non déclaré qui est en cours et qui va permettre de doter, enfin en tout cas de permettre à l'Autorité européenne du travail d'avoir une action plus déterminante en la matière, pouvoir créer des synergies aussi. Améliorer la coopération et l'échange d'informations entre États membres, et assurer la médiation entre les États membres de l'UE pour régler les litiges. Alors, ça donne aujourd'hui, on a un organigramme qui a été adopté très très récemment et qui a été validé par le conseil d'administration. Et en fait,
l'organigramme reflète assez bien, j'allais dire, les trois orientations en termes de politique publique que prend l'autorité européenne du travail. Euh, D'abord, c'est la mise en œuvre de la législation européenne et le contrôle. Et donc, c'est un pôle qui rassemble la plateforme du travail non déclaré et tout le travail qui est effectué sur les inspections conjointes et l'analyse du risque. Le deuxième pôle déterminant, c'est la notion de coopération et de soutien, donc qui rassemble la médiation, les officiers de liaison, l'activité des officiers de liaison et le soutien aux capacités des États membres. Et puis le troisième pôle aussi, qui revient au diagnostic qui a donné lieu, un des éléments fondateurs du diagnostic qui a donné lieu à la création de l'autorité européenne du travail, c'est tout le pôle communication et information. Comment l'information sur la libre circulation, comment elle est faite et comment elle devrait être améliorée, et comment cette logique doit être portée, y compris au niveau européen, avec des synergies avec le Your Europe Advice qui fournit des informations, ainsi que le portail numérique unique. Alors, comment cette coopération, elle prend forme dans le cadre de l'AET? Je dirais qu'il y a deux logiques de coopération et on verra dans quelle mesure elles ont été mises en œuvre récemment et quels sont concrètement les projets qui se basent sur ces deux logiques. D'abord, il y a l'institution de groupes de travail qui rassemble les États membres, mais aussi les partenaires sociaux à la fois pour construire des approches communes et développer des outils communs. Et puis, donc, on est sur une logique de coopération pérenne, ce qui est un des défauts qui avait été noté au moment de la création de l'autorité européenne du travail, c'est que on a un peu eu tendance à avoir des créations de comités, de groupes de réflexion, mais on avait une difficulté par rapport à ça, c'est que finalement on se réunissait et puis on se réunissait et puis chacun rentrait dans ses capitales et on manquait d'une pérennité dans la coopération et c'est un des éléments sur lequel travaille l'autorité européenne du travail, justement pour pérenniser cette coopération. Et puis le deuxième élément, c'est le recours à un système original qui est la mise en place d'officiers de liaison pour faire le lien et stimuler cette coopération. Alors très vite. Merci François, mais il faut vraiment conclure là parce qu'on est vraiment trop en retard. Je suis désolé, mais. D'accord. Donc je vais conclure très très rapidement. Dans ce qui a été effectué jusqu'à maintenant, il y a quand même deux travaux importants. D'abord un guide pratique de ligne directrice pour comment organiser les inspections conjointes. Ça va de la saisine de l'autorité européenne du travail jusqu'à l'aboutissement des inspections conjointes avec tout le processus qui est décliné. Dans le domaine de la communication, il y a eu quand même deux interventions, deux travaux majeurs qui ont été conclus par l'autorité européenne du travail, à la fois sur la présentation des informations requises des conventions collectives. On sait que les conventions collectives sont extrêmement complexes et que ce travail de synthétisation est apparu intéressant et proposé aux États membres. Et puis, on commence une revue des portails nationaux sur le travail détaché et les obligations et les droits et les obligations des uns et des autres. Peut-être juste pour finir en deux mots, pour faire en sorte que l'autorité européenne du travail puisse agir dès maintenant de manière décisive au cours de cette deuxième année d'existence, parce que l'autorité européenne du travail est très récente. Le focus a été mis sur le travail saisonnier.
Donc, l'autorité européenne du travail, en collaboration avec les États membres, va travailler sur les différents éléments, les différentes initiatives en matière de travail saisonnier, parce qu'on le sait, la crise du Covid a révélé quand même un certain nombre de difficultés et de problèmes là-dessus. Et donc, en termes de communication, en termes d'inspection, et la France va prendre une part importante de dans les initiatives qui sont développées en matière de travail saisonnier. Et puis il y a deux autres focus qui sont souhaités être faits, au moins commencer cette année. C'est à la fois sur le transport routier, les inspections dans le domaine du transport routier, et puis le secteur de la construction plus particulièrement.